Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée ce soir à la sécurité alimentaire avec ses causes et ses retombées, ses défis, ses enjeux, un sujet qui n'a jamais été aussi d'actualité et évoqué que depuis qu'il y a eu l'offensive russe en Ukraine. Une offensive qui a dévoilé une crise déjà existante, mettant à découvert les défaillances d'un système économique en déclin et levant le voile sur les lacunes de ce monde qui éprouve beaucoup de mal à gérer les crises humanitaires qu'il a lui-même engendrées et encore plus de mal à rétablir l'équilibre alimentaire provoqué par la succession de guerres et la création de foyers de tension. Le monde, face à ses responsabilités, ses manquements, serait-il ou saura-t-il reprendre et se réconcilier avec sa nature et son humanisme, ou est-ce un vœu pieux, une chimère? Nous allons aborder la question avec nos invités ce soir par Skype en direct de Lomé, la capitale togolaise. Nicolas Kofi-Gane, qui est analyste politique, directeur de l'agence Service Presse Afrique Monde. Monsieur Kofi-Gane, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé, monsieur Kofi-Gane. Et nous avons également par Skype monsieur Reda Younes Bouassida, professeur des universités à Skikda. Il est docteur également en sciences économiques. Monsieur Bouassida, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, comme je le disais au début, Bamako, la capitale malienne, abrite un forum, le 22e du genre dans son édition. Il est consacré à la sécurité alimentaire, mais pas seulement. Et elle sera également consacrée, ou le forum sera également consacré à l'aspect humanitaire dans un continent des moins ou amoindri, et surtout par cette crise ukrainienne qui a émergé au début de l'année. L'Afrique, aujourd'hui, la question que l'on se pose, Monsieur Bouassida, pour commencer avec vous, l'Afrique a-t-elle aujourd'hui les moyens de s'en sortir seule, Monsieur Bouassida? Alors, concernant l'insécurité alimentaire qui est devenu un véritable problème justement pendant ce conflit russo-ukrainien, on peut dire qu'à court terme, il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est que les organisations internationales, notamment la Banque mondiale, ou la Banque africaine de développement, la BAD, peuvent ou pourront apporter des solutions ou des solutions humanitaires pour justement limiter la sous-alimentation de ces populations. Pourquoi? Oui. Pour une raison toute simple, c'est que les pays sous-développés, notamment, et les pays pauvres, notamment les pays africains ou de l'Afrique noire, n'ont pas les moyens ou leur production agricole est très modeste et dépend justement des importations d'autres pays, notamment la Russie ou l'Ukraine, comme on le sait tous. C'est pour ça, et pendant ce conflit-là, justement, parce que, comme vous le savez, l'Ukraine a pratiquement presque arrêté ses importations, que ce soit le blé, le maïs ou autre chose. Et la Russie, elle assure des exportations, mais dans un climat un peu perturbé du fait justement des perturbations ou du danger qui règne au sein de la mer Noire, plaque tourmente du trafic maritime. Oui, très bien, Monsieur Bouassida. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Nicolas Kofi-Gane. Alors, je repose ma question, mais autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique, qui a toujours été amoindrie et qui a toujours subi de plein fouet toutes les crises, qu'elles soient donc des guerres ou des crises, des foyers de tension ou des abcès, l'Afrique a toujours été le premier continent à en pâtir, surtout certains pays qui sont dans des situations très précaires. Pensez-vous aujourd'hui qu'avec ce forum de Bamako, des solutions seront offertes ou proposées? Oui, en fait, il faut reconnaître aujourd'hui que le continent africain, ou bien pour ne pas faire chose, le continent, l'Afrique noire, je veux dire la subsaharienne, les gouvernants ont une mauvaise politique agricole. Parce que quand vous prenez ces pays-là, ils regorgent de ces terres les plus fertiles, mais par manque d'une bonne stratégie agricole, ça fait aujourd'hui que ces pays-là ont de pénuries alimentaires. Quand vous prenez du Sénégal en passant par le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin ou le Togo ou le Niger,
vous conviendrez avec moi que c'est des pays où on peut facilement avoir une autosuffisance alimentaire si les dirigeants ont une bonne politique agricole, une bonne volonté politique agricole. Mais cette fois-ci, puisque ces dirigeants n'ont pas cette bonne volonté politique agricole et qu'il faut chaque fois se baser pour nourrir sa population, il faut se baser dans l'exportation des produits de première nécessité, vous conviendrez avec moi qu'avec cette crise russo-ukrainienne, les pays là ne peuvent qu'en pâtir. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et vous savez, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas parce qu'il y a crise alimentaire que les prix des denrées de première nécessité n'augmentent pas. Chaque fois on vit ça, les prix des denrées de première nécessité augmentent au jour le jour. Et à côté de ça, il y a une pénurie alimentaire. Je pense aujourd'hui que c'est une mauvaise volonté politique agricole qui fait aujourd'hui que ces pays-là, ou bien nos pays, manquent vraiment de ce qu'il y a pour nourrir la population. Donc voilà en quelque sorte. C'est vrai, mon interlocuteur, le professeur a déjà dit qu'il faut la BAD et autres. Moi, je dirais qu'il faut faire appel à la FAO aujourd'hui pour amoindrir un temps sans peu. Parce que quand on prend le cas de l'Éthiopie qui est aujourd'hui en guerre, vous conviendrez avec moi qu'il y a déjà une disette qui s'annonce. Le Kenya, où la pluie pose problème, il y a une mauvaise pluviométrie, cela lié au changement climatique. Vous conviendrez avec moi que ces pays aujourd'hui, ou bien nos pays, ne peuvent qu'en pâtir de cette pénurie alimentaire, sans oublier la sécheresse. Donc, vous conviendrez, c'est-à-dire, pour dire les mauvaises politiques agricoles de nos dirigeants font aujourd'hui que les populations souffrent de pénurie. Très bien, monsieur Nicolas Kofi-Gane. Alors, monsieur Reda Bouassida, vous avez écouté ce que vient de dire notre ami et notre invité Nicolas Kofi-Gane. Pensez-vous qu'aujourd'hui, réellement, l'Afrique est en train d'en pâtir parce que tout simplement, elle serait victime d'une mauvaise gouvernance agricole ou d'un mauvais plan agricole pour s'en sortir, ou tout simplement parce que de tout temps, l'Afrique fait partie de ces territoires, je dirais, à la malchance de se trouver dans un endroit stratégique qui lui vaut toutes les avarices, toutes les convoitises également des autres pays et qui donc la met toujours au second, voire même au dernier plan concernant cette sécurité alimentaire, une sécurité alimentaire qu'on pourrait traduire par l'insécurité alimentaire. Qu'en pensez-vous, monsieur Bouassida? Alors, en ce qui concerne mon avis, alors comme il a bien souligné votre invité, l'Afrique souffre de plusieurs raisons qui font que leur production agricole est aujourd'hui insuffisante pour justement nourrir ces populations. Parmi ces raisons, ou parmi les raisons essentielles, on a la première que les pouvoirs publics au sein de ces pays, comme il l'a bien souligné votre invité, manquent de volontarisme pour justement développer le secteur agricole et réaliser une auto-insuffisance pour subvenir aux besoins de leur population. C'est la première raison. La deuxième raison, à mon avis, c'est quoi? C'est que ces pays, considérés comme des pays en voie de développement et beaucoup aussi des pays comme des pays pauvres, manquent de moyens, premièrement. Et il ne faut pas oublier quelque chose qui est très essentiel, c'est que ces pays manquent de technologie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, dans les pays développés ou même dans les pays émergents, l'agriculture traditionnelle n'est plus à l'ordre du jour. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour développer une ferme ou pour développer une production agricole, on a besoin d'un seul fermier avec des technologies, avec de l'intelligence artificielle pour gérer son exploitation. Ça veut dire qu'il faut avoir les meilleures technologies pour justement réaliser une productivité et des gains de productivité, c'est-à-dire réaliser des productions et des surplus de production pour éventuellement exploiter. Oui. Donc l'Afrique, donc, moi, sincèrement, je pense que les pays développés, même les pays émergents comme la Chine, enfin, la Chine fait plus d'efforts. L'Inde également, oui. Le problème se pose également en Inde, oui. Oui, effectivement, la Chine, l'Inde ou même d'autres pays
ils transfèrent des technologies. Mais en ce qui concerne les pays développés, parce que justement, ces pays africains, il faut pas oublier aussi l'Algérie, hein, on a besoin de ces nouvelles technologies. Et on manque de transfert de technologies à travers quoi? À travers les investissements directs étrangers. Donc, qu'est-ce que les pays développés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent réaliser des transferts de technologies en matière ou vers le système agricole. Pourquoi? Pour une simple raison que, en 1995, l'Organisation mondiale du commerce, quand on a établi les textes qui portent sur la propriété intellectuelle, oui. Ils ont marqué noir sur blanc qu'il faut réaliser des transferts de technologies vers les pays développés et les pays en développement. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays développés le font? Ils ne le font pas. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? À chaque fois qu'il y a une crise humanitaire, on a vu dernièrement la Banque mondiale et même la BAD, la Banque africaine de développement, et même la FAO, qu'est-ce qu'ils font? Ils apportent des aides humanitaires à court terme pour justement essayer de nourrir ces populations, mais dans un laps de temps très court. Ça veut dire s'il y a un problème ailleurs qui peut se développer, comme le conflit russo-ukrainien, tant pis. Il ne faut pas oublier aussi quelque chose qui est très très important. On est face à un changement climatique très important. Oui. Ça veut dire que les inondations, la sécheresse menacent les systèmes agricoles de tous les pays du monde et notamment des pays africains. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ils menacent aussi les sols agricoles de ces pays et ils menacent aussi les infrastructures et les moyens. On le voit déjà, ce bouleversement climatique et les dégâts qu'il commence déjà à produire. Effectivement, madame. Oui. Et je termine, je vous disais, ils menacent aussi même les infrastructures et les moyens de subsistance de ces populations. Oui. Donc, franchement, on est en face d'un problème gigantesque qui affecte déjà ces pays et qui va encore affecter davantage les pays africains. Très bien. Faites bien de le dire, M. Bouassida. D'ailleurs, je retiens de votre intervention que quand vous parlez de la BAD, la Banque africaine pour le développement, son rôle n'est pas de trouver des solutions pour ces pays qui sont en crise, mais plutôt de parer à l'urgence. C'est pour ça que le problème revient à chaque fois, parce qu'il n'est pas résolu, n'est pas solutionné à la base. Monsieur Kofi Gane, j'allais dire aujourd'hui, ce problème de la sécurité alimentaire, hélas, existe en Afrique, mais depuis qu'il y a eu cette guerre en Ukraine, ou cette offensive russe en Ukraine, le problème a été, si vous voulez, mis à jour, il a été dépoussiéré, on voit maintenant plus clairement ce qui se passe dans le monde, et l'on prend conscience qu'il ne s'agit pas que d'une crise qui touchera que l'Afrique, mais beaucoup de pays, y compris en Europe, c'est-à-dire que la sécurité aujourd'hui alimentaire menace également l'Europe. Qu'en pensez-vous ? En fait, le problème aujourd'hui est que, c'est vrai, vous conviendrez avec moi que la Russie et l'Ukraine font à elles seules le grenier du monde, un peu. De la production du blé. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie et même nos pays subsahariens commandent du blé de ces pays-là. Aujourd'hui, on n'en a plus, hein, ça ne vient plus. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme le dit mon prédécesseur, l'Afrique subsaharienne, bien nos pays sont confrontés aujourd'hui à une agriculture qui n'est pas mécanisée. Hein? Cette agriculture qui n'est pas mécanisée, ajoutée à ce qu'on appelle la sécheresse, le changement climatique, font aujourd'hui qu'on n'arrive plus à nourrir sa population. Mais il y a quelque chose de fondamental, c'est quoi? Il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a certaines crises qui minent encore nos pays. Hein? Nous avons les crises politiques, le cas de l'Éthiopie. Nous avons les crises au Mali avec le problème des djihadistes ou bien des terroristes qui font que les gens n'arrivent même plus à cultiver leurs terres. Ouais. Donc c'est encore un phénomène qu'il ne faut pas négliger. Vous parlez d'insécurité de manière globale, oui. Oui, maintenant, l'Afrique n'est pas la seule à en pâtir. Même l'Europe en pâtit, même la France qui a réduit son taux. Mais seulement moi, je me dis aujourd'hui qu'avec cette crise en Russie, cette guerre en Russie, de la Russie contre l'Ukraine,
doit constituer vraiment un déclencheur pour repenser les choses. Mais l'Europe aussi en partie parce que nous avons le côté gaz, hein, où la Russie est en train de fermer le robinet, l'Ukraine qui n'arrive plus à faire exporter ses produits. Oui. Ça veut dire que, y compris nos pays et l'Europe, nous en pâtissons, mais de différents degrés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avancer dans ce sens. C'est quoi? C'est que, je reviens sur ça, nos États, même si nous n'avons pas une agriculture mécanisée, nos États doivent avoir une bonne politique agricole. Par exemple, on a eu des conférences dans nos... Je vais finir. Oui, on a eu des conférences où on a créé la farine du mil, la farine du maïs pour faire du pain, pour fabriquer du pain. Mais les gens n'ont pas voulu. On a toujours préféré la farine du blé. Et quand on préfère la farine du blé, aujourd'hui, il n'y a plus le blé. Alors là, est-ce que nous allons dire que c'est parce qu'il y a pénurie alimentaire? Non, nous avons tout, mais nous n'avons pas voulu valoriser ce que nous avons parce que les gens pouvaient, avec la farine du blé, voilà, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu aussi changer nos habitudes et aller vers des productions purement locales qui pourraient aider la population à s'en sortir. Exactement. Très bien. Le message est passé, Monsieur Kofi Annan. Donc, je vous propose d'écouter le président de la Commission de l'Union africaine, justement en direct du forum de Davos, concernant justement cette question de la sécurité alimentaire, tout de suite. L'Afrique compte aujourd'hui, selon les données mises à jour par les agences humanitaires, environ 113 millions de personnes ayant besoin d'aide alimentaire, dont 48 millions sont des réfugiés, des demandeurs d'asile et des déplacés internes. Il faut répondre en urgence aux besoins de ces personnes afin de préserver ce qu'il leur reste de dignité humaine. Alors, vous voyez, quand on parle de sécurité alimentaire, messieurs, on parle au fait d'un ensemble de facteurs qui sont imbriqués l'un dans l'autre comme une sorte de puzzle où chaque pièce qui serait enlevée va contribuer à détruire les autres pièces de manière très progressive. Nous avons parlé un petit peu du volet sécurité alimentaire en Afrique, mais nous allons parler de cette crise alimentaire qui menace aujourd'hui le monde. Nous avons vu, par exemple, qu'au Yémen, il y avait une véritable crise de famine qui menace la population depuis plus de 5 ans, c'est-à-dire depuis qu'il y a cette invasion sur le Yémen depuis 2012. Donc ce n'est pas nouveau. Avec cette crise ukrainienne aujourd'hui, donc chaque pays qui est producteur de maïs ou de blé préfère plutôt prendre sa réserve et la mettre de côté pour assurer la sécurité de sa population plutôt que d'aller vendre cet or qui est devenu aujourd'hui une denrée rare. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, la Russie vient de déclarer, et je reprends les termes donc, que Moscou estimait pouvoir encore exporter au moins 50 millions de tonnes de céréales à travers le monde. Ce qui est plus ou moins comme une déclaration qui va un petit peu apaiser les craintes. Vous ne pensez pas, Monsieur Bouarsida ? Sincèrement, c'est vrai, j'ai entendu parler que la Russie effectivement allait assurer ses exportations, notamment vers les pays amis, pays d'Afrique, pays du Moyen-Orient et autres. Mais la question qui se pose, est-ce que la Russie, les exportations de la Russie sont suffisantes justement pour subvenir à ces pays? Pour combler la demande. Moi, je pense que non. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que la Russie, elle assure, je pense, entre 15 et 20% des exportations mondiales. Donc, c'est quelque chose d'important, mais dans un contexte de conflit. Je répète, je l'ai dit tout à l'heure, la mer Noire, elle est perturbée en ce moment du fait du danger qui règne. Donc, le trafic maritime, il est plus ou moins perturbé. Instable, oui. Ou instable à cause de la guerre qui règne en Ukraine. C'est-à-dire, c'est votre problème, c'est l'approvisionnement. C'est-à-dire, même si la Russie promet, pourra-t-elle approvisionner tout le monde? C'est bien ça, madame. Et le deuxième point, il ne faut pas oublier, je le disais tout à l'heure, il y a le réchauffement climatique. Et même dans les pays, les grands exportateurs de blé et autres céréales, comme les États-Unis, l'Australie, la Chine, l'Inde et autres, ces pays-là, ils
ils sont passés par des inondations. Certains d'entre eux sont passés par des inondations, certains et autres, ils sont passés par des périodes de sécheresse très. Donc, je pense qu'on va arriver à un certain moment où ces pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont préférer d'assurer leur propre sécurité alimentaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. De la baisse de la production agricole, plutôt que faire ou de assurer leur exportation. Oui. Même si les organisations internationales, plaident pour une aide humanitaire et financière et l'augmentation des exportations, etc. Donc, le problème, il est assez compliqué et il n'y a que l'avenir qui pourra nous dire. Absolument. Très bien. Oui, absolument, monsieur. Donc, Reda, juste un chiffre. Alors, il serait 6 millions de personnes en situation très grave d'insécurité alimentaire en Somalie. Et quand je parle de la Somalie, je parle également de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique de l'Est, encore de l'Afrique. Donc, ce sont des pays qui traditionnellement, sont très exposés avec ce qui se passe aujourd'hui comme crise qui touche tout le monde. Je pense que ce seront les pays qui seront les premières victimes de cette crise de la sécurité alimentaire qui s'annonce ou qui pointe du nez. Il y a également, en dehors du forum de Bamako, qui tentera plus ou moins d'apporter peut-être des questionnements ou des solutions, on le verra par la suite. Il y a également le forum de Davos. Alors, des forums sur la sécurité alimentaire comme celui de Davos, en Suisse. C'est un forum sur la sécurité alimentaire, mais également sur la crise ukrainienne. Au fait, ça devient, si vous voulez, deux sujets indissociables l'un de l'autre. Monsieur Kofi Annan, pensez-vous aujourd'hui que le forum de Davos est utile, avec, entre guillemets? En fait, le forum de Davos, moi, je dirais que c'est un forum de plus. Pour ne pas dire, ce sera un forum où des décisions seront prises, mais l'applicabilité de ces décisions va toujours poser problème. Hélas, oui. Parce que quand vous voyez les déclarations qui sont en train d'être faites actuellement, vous conviendrez avec moi que c'est des déclarations de vente en guerre d'une manière ou d'une autre, puisque la crise ukrainienne sera débattue. Et quand on parle de la crise ukrainienne, vous comprenez déjà la position de la Russie qui attaque. Donc aujourd'hui, cette conférence de Davos, oui, ce n'est pas la première, mais moi, je reste sceptique. Je me dis que c'est une conférence de plus parce que ça ne va rien apporter en fait. Il y aura des décisions, il y aura des déclarations de vote en guerre. Mais à côté de ça, c'est des centaines de millions de personnes qui souffrent. Je pense que nos États, nos dirigeants doivent plutôt d'abord aller individuellement. Davos. Oui. Oui. La conférence de Davos, bien sûr. Mais à côté de ça, lorsque les déclarations seront faites, que moi je pense que c'est une conférence de plus et que les décisions seront prises, mais l'applicabilité de ces décisions va poser problème. J'invite plutôt nos dirigeants à prendre le devant des choses pour au moins assouvir les besoins et réduire aux besoins de la population et réduire du coup les difficultés liées à l'existence de cette population-là. Sinon, si nous allons nous accrocher à Davos, si nous allons nous accrocher à Bamako, je pense que le pire va arriver. Il a dit tout de suite, le Tchadien, que le représentant de l'Union africaine a dit que plus de 113 millions de personnes souffrent de la famine. Oui. Et déjà, la moitié, 48 millions sont des réfugiés. Oui. Il est tchadien. Si vous allez dans son pays, au Tchad, vous allez voir comment la sous-alimentation y est. Qu'est-ce que lui, il en fait? Aujourd'hui, devant les gens, il fait ces déclarations-là. Oui. Mais sa population aussi au Tchad, c'est des gens qui n'ont pas de nourriture. Vous conviendrez avec moi que les autorités doivent d'abord prendre les décisions eux-mêmes pour satisfaire aux besoins de cette population-là et attendre maintenant que les organisations internationales ou l'apport international puisse venir après. Moi, comme je le dis, Davos est une conférence de plus. Oui, alors très bien que vous le disiez, puisque de toute façon, on va voir aujourd'hui, est-ce que réellement aujourd'hui, les décisions politiques, Monsieur Bouassida, les décisions politiques qui seront prises ou qui vont être prises pour assurer une sécurité alimentaire ou aller vers ce sens, ne se sont pas pris un peu trop tard? Fallait-il pas y penser depuis longtemps avant de se retrouver aujourd'hui, si vous voulez, entre les tenailles des puissances qui gèrent à volonté l'avenir de toutes les populations?
Effectivement, madame, je pense que les décisions prises jusqu'à présent, non seulement par les pays occidentaux pour justement faire face à l'insécurité alimentaire dans les pays sous-développés et pauvres, non seulement qu'elles ont été prises en retard, mais on sent quand même une certaine réticence de ces pays. Pourquoi? Alors, d'un côté, les pays occidentaux infligent un embargo à la Russie concernant le pétrole et le gaz. Cet embargo, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il va encore faire? Il est en train d'augmenter les coûts de production, par exemple, des produits laitiers. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a l'augmentation des prix de l'alimentation de l'élevage. Et les pays pauvres ou les pays vulnérables, notamment les pays africains, ils sont dépendants des importations justement de l'étranger. Des graines et d'alimentation pour les animaux, oui. Oui. Voilà, ça c'est d'un côté. D'un autre côté, comme d'habitude, lors du Forum économique de Davos, on propose toujours d'aider les pays sous-développés et pauvres. Oui. Par exemple, la Banque mondiale, elle dit qu'elle va débloquer 30 milliards de dollars pour ces pays vulnérables, etc. Mais sincèrement, est-ce que ces sommes d'argent vont aider ces pays à terme? Je pense que non. Pourquoi? Parce que justement, cette aide, elle va durer sur un lapsus de temps très court, par exemple 6 mois, 1 an, et après c'est fini. Et il faut pas oublier quelque chose. On se souvient tous, pendant la crise du Covid-19, pendant que ces pays demandaient à avoir une dose ou deux doses pour justement protéger leur population. Ces mêmes pays qui participent ou qui dirigent le forum de Davos ont refusé de nous donner le vaccin pour se protéger du Covid-19. Alors, comment voulez-vous que ces pays vont apporter de l'aide puisqu'ils l'ont pas apporté, ça fait des décennies déjà. Oui. Au lieu de les apporter d'aide, ils ont, on va dire entre parenthèses, exploité les richesses de ces pays africains. Ça continue toujours. Voilà, qui aujourd'hui, ils sont en train de souffrir de sous-alimentation. Comment voulez-vous qu'ils vont les aider? Moi, ce que je veux dire, c'est que les pays occidentaux, et notamment les États-Unis et l'Europe, s'ils veulent réellement apporter de l'aide, c'est simple. Ils ont que à encourager leurs firmes multinationales à partir vers ces pays qui souffrent d'une sous-alimentation pour les aider parce que ces pays pauvres, ces pays sous-développés, ils peuvent pas tout seuls développer une agriculture moderne. Ils doivent leur fournir les meilleures technologies, un partenariat de production alimentaire, agricole. Agricole, oui. Comme ça, ils peuvent développer leur secteur agricole. Très bien, Monsieur Bouassida. Donc, je pense que le message est passé et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il s'agira ou il s'agit tout simplement de carrément bouleverser les mentalités des Africains, mais aussi de certains pays pauvres, de certains pays qui souffrent de famine, pour se pouvoir prendre leur destin en main. On atteste de cela, ce qui peut arriver comme changement dans le monde. Et donc, il est un petit peu temps aujourd'hui de sortir de cette dépendance alimentaire vis-à-vis de l'Occident. Monsieur Kofi Gane, je vous donne la parole, mais alors je vous demanderai d'être bref parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. 1 minute ou moins d'1 minute, ça serait pas mal. Oui, en fait, il faut reconnaître tant que les Européens refusent ou bien les Occidentaux refusent le transfert de technologie vers l'Afrique, je pense que l'Afrique va toujours traîner le pas au niveau de l'autosuffisance alimentaire. Vous conviendrez avec moi, lors des grandes guerres, qui ne concernaient même pas l'Afrique, il y a eu un effort de guerre que les Africains ont imposé aux Africains et ils ont fait. Pourquoi aujourd'hui l'Europe ne peut pas faire cet effort pour faire le transfert de technologie pour que nos agricultures puissent être modernisées? Et maintenant, on pense plutôt envoyer 30 milliards de dollars pour distribuer. Des fois, nous avons la corruption là-bas qui va bouffer une partie et la population ne va même pas trouver. Très bien. Et cette somme-là, vous voyez que c'est déjà grave. Voilà. Il faut vraiment un transfert de technologie. Et même actuellement, inviter les Africains même à faire Très bien. Je pense sud-sud. Par exemple, l'Algérie qui a des techniques développées de l'agriculture peut aider les pays sud-africains pour avoir une certaine symbiose agricole. Je pense que c'est important.
Merci beaucoup, Monsieur Kofi Gan. Messieurs, merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous étiez avec nous, Monsieur Nicolas Kofi Gan, à partir de Lomé, que vous êtes analyste politique, mais que vous êtes également directeur de l'agence de service presse Afrique Monde. Et merci à vous, Monsieur Reda Younes Bouassida. Vous êtes professeur des universités à Skikda, mais vous êtes également donc spécialiste ou docteur en sciences économiques. J'espère que je me suis pas trompé sur vos identités. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir prêté attention. Notre émission tire à sa fin. Dans un instant, c'est-à-dire vers le coup de 19h, ce sera le journal qui vous sera présenté par Fatma Mani.